nous accueillons le public qui va nous rejoindre. Vous devriez voir dans le bouton participant d'ailleurs le nombre de personnes qui nous rejoignent. Et puis, de mon côté, je partage l'événement. Bienvenue à vous tous. Voilà, nous allons démarrer dans quelques minutes. Instant. Seconde. Oui, bientôt. Voilà, nous allons partager l'événement sur la page Facebook. Vous pouvez également la partager avec tous vos amis. Tous vos amis. Eh bien, on va pouvoir commencer. Bienvenue sur cet événement de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe et organisé également avec l'Institut universitaire Elie Wiesel. Événement qui est surtout pour nous un point d'étape. Vous le savez peut-être, l'Institut Wiesel a prévu d'organiser un grand colloque international sur le 9 rue Guy Patin. Et ce colloque est reporté, vu le contexte que nous comprenons tous, en février 2021. Mais nous avons souhaité vous retrouver pour aborder cette histoire qu'on peut qualifier d'étonnante, d'extraordinaire, de ce bâtiment qui incarne en quelque sorte une centaine d'années, un siècle d'histoire juive en France. Aujourd'hui, cet immeuble du 9 rue Guy Patin est un immeuble d'habitation, mais il a servi de foyer à des populations juives qui avaient besoin d'un toit pendant plus de 100 ans. Il y a 4 périodes distinctes que nous souhaitons aborder et pour la première fois, nous allons retracer ces 4 périodes dans le cadre de ce webinaire en attendant de nous retrouver pour le colloque. Alors avec nous, pour participer à ce webinaire, à cet échange, Cathy Hazan, historienne de Lausée, Michel Lafitte, historien, Céline Leglève-Perrani, historienne également, Laure Politis de la Fondation Kazib Kojazor, Michel Raz, historienne, et Daniel Siboni, qui est écrivain et psychanalyste et qui va apporter un témoignage aujourd'hui. D'abord, je veux vous remercier toutes et tous d'être avec nous et évidemment remercier Esther Lenman qui a organisé et coordonné ce colloque et cet événement que nous vivons aujourd'hui même en ligne. Esther, c'est à toi. Merci beaucoup. Quand vous êtes à Paris, si vous remontez le boulevard Magenta jusqu'au carrefour Barbès-Rochechouart, c'est-à-dire dans le quartier, ici près de l'Écuge, vous remarquerez une toute petite rue, la rue Guy Patin. Elle donne sur le boulevard Magenta à droite. Au milieu de cette rue, il y a un bel immeuble bourgeois très propre qui ressemble à tous les beaux immeubles bourgeois du quartier. Pourtant, comme l'a dit Gad, il a une histoire très caractéristique. Alors, on va ouvrir le premier chapitre de cette histoire avec Michal Raz et Céline Leglève-Perrani. Michal Raz, vous avez consacré votre mémoire en partie à ce premier chapitre de l'histoire du 9 rue Guy Patin, à l'époque où c'était un foyer pour jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand il a ouvert, pourquoi, comment? Oui, bonjour à tout le monde, tout d'abord. Merci d'être là. Je vais pas être très longue aujourd'hui parce qu'en effet, il s'agit d'un travail de mémoire que j'ai effectué déjà il y a un bon moment et que pour les raisons aussi du contexte et personnel et professionnel, j'ai pas préparé une présentation extrêmement structurée. Je pense que ça sera lors du colloque, je pense que ça sera l'occasion. Oui, on ira plus loin. On ira plus loin. Alors, pour
juste rappeler donc, ce travail que j'ai fait concerné la période grosso modo de la Troisième République et s'intéresser à l'ensemble des institutions qui ont été créées dans la communauté juive à l'égard des jeunes filles pour les accueillir, les protéger, leur donner voilà, un toit, une éducation et de l'aide communautaire. Et le toit familial s'inscrivait dans cette dynamique-là qui ont voilà, commencé déjà dans les années 1870 et avec d'autres institutions. Et c'est ce qu'on appelait un peu l'âge d'or aussi des institutions juives, notamment pour jeunes filles. Il y avait plus d'institutions pour les filles que pour les garçons, qui étaient voilà, initiées par notamment des femmes de la bourgeoisie juive parisienne. Et donc, à la toute fin du 19e siècle, en 1899, donc la dernière année, il y a donc une association, un lieu qui est né, qui s'appelait au départ le Home Israélite, israélite, et qui est devenu que quelques années plus tard, en 1904, le toit familial. Et ça devait être un foyer qui devait accueillir donc des jeunes femmes travailleuses, notamment en grosso modo entre 18 et 28 ans au départ, qui avaient un travail et qui avaient besoin d'un logement et qui avaient besoin d'aide pour retrouver un travail aussi. Donc plutôt voilà, des jeunes femmes on va dire, de classe populaire, ouvrière, travailleuse. Et le but était donc de donner une aide au placement, trouver un emploi, et une pension. Voilà. Et en plus de donner une sorte de cadre éducatif et moral avec des événements autour de la culture juive pour aussi les maintenir dans un environnement un peu familial, justement, parce qu'ils étaient isolés à Paris, loin de leur famille. Michal, j'ai deux questions. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y avait de pensionnaires? Est-ce que c'était stable? Parce que ça a quand même duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a duré plus de 40 ans. Est-ce qu'on sait à peu près si cette population était stable, si elle a évolué, combien il y avait de pensionnaires, quelle était, et aussi, vous le mentionnez, est-ce qu'il y avait des activités spécifiquement juives, une vie spécifiquement juive dans ce foyer? Oui, Voilà, alors le nombre de pensionnaires a varié dans le temps. Il y en avait à peu près quarantaine, cinquantaine dans les meilleurs moments, et puis après dans des moments de crise, notamment liés à la Première Guerre mondiale et ensuite à la crise financière au début des années 30, parfois il n'y en avait qu'une vingtaine. Mais voilà, grosso modo, c'était quelques dizaines de pensionnaires. Qui ont pu être hébergés et aidés notamment grâce aux dons voilà, des femmes patronesses, et notamment celle qu'on appelait la Fée, qui était la baronne Adélaïde Edmond de Rothschild, qui, elle, a donné voilà, beaucoup d'argent qu'elle a légué et donné. Ça, on va en parler avec Céline dans un instant. Dites-moi juste, la vie juive. La vie juive, vu qu'il y avait des conférences qui étaient organisées. Par exemple, on invitait le grand rabbin pour donner des conférences, on organisait des fêtes autour de, voilà, quand il y avait Hanouka, Pessah, etc. On essayait de créer voilà, des événements festifs autour de ça, ou de donner des cours, des lectures, des choses comme ça, mais ce n'était pas quelque chose d'extrême. Enfin, il n'y avait pas la religion en tant que telle qui était vraiment, il me semble, présente. En tout cas, selon les sources que j'ai pu consulter, il ne me semble pas qu'il y avait, par exemple, quelque chose autour de la nourriture cachère ou de Shabbat, etc., qui était. C'est pas mentionné. C'est pas mentionné dans vos sources. Du point de vue culturel, d'essayer d'avoir plutôt un cadre culturel autour des fêtes, des moments importants, de l'histoire juive. Voilà. Merci. Céline Le Glaive-Perrani, vous avez travaillé sur la famille Rothschild. Parlez-nous de la baronne Adélaïde, épouse d'Edmond de Rothschild. Alors oui, je vais vous dire quelques éléments. J'avais structuré un petit peu ma présentation autour de quelques éléments biographiques, et puis ensuite voir un peu quelle est sa philanthropie. D'abord, dites-moi pourquoi on parle d'elle.
Alors, on parle d'elle parce elle est à l'origine du toit familial. C'est une très grande philanthrope de cette période. Avec une histoire, c'est une Rothschild. Elle est née à Francfort, dans la famille Rothschild. Hein, donc, elle vient de la famille originelle. Hein. Vous savez que les Rothschild sont nés, enfin, sont apparus à Francfort, et elle va épouser un Rothschild. Donc là encore, une histoire Rothschild, on va dire. Elle est née en 1853 et elle meurt en 1935, donc une femme à cheval sur 2 siècles. Et en 1877, elle quitte Francfort et elle vient donc s'installer, hein, on est au lendemain de la guerre franco-prussienne, elle vient s'installer à Paris, où donc elle va rester jusqu'à sa mort, en étant donc l'épouse de son cousin Edmond Rothschild. À l'occasion d'ailleurs, elle francise son nom, hein, elle s'appelait Adélaïde, elle va devenir Adélaïde. Donc une volonté certainement d'intégration dans son nouveau foyer. Elle va avoir 3 enfants. C'est une femme très discrète, on n'a pas beaucoup de sources sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle pensait. Elle vit à l'ombre de son mari, qui est un homme très puissant au sein de la communauté. Edmond Rothschild, il a été le président du comité de bienfaisance, du consistoire israélite. Il est le président de l'hôpital Rothschild et des associations. Il a été le président du comité de bienfaisance. Comment? Et il a été également il a fondé aussi une fondation de Rothschild, hein, pour les logements sociaux. Donc un homme, on va dire, puissant, emblématique, hein, aussi emblématique de cette famille Rothschild qui a soutenu le judaïsme français et la communauté française depuis le début du 19e. Et donc elle vit un peu dans son ombre, hein, mais elle est quand même très présente sur le front de la philanthropie. Moi, je fais un travail actuellement sur la philanthropie des élites juives sur cette période, et on rencontre très souvent, hein, dans des fondations, le nom de la baronne sur des dons, elle a ses pauvres, etc. Donc, si je mets quelques éléments sur sa philanthropie, justement, elle est partout. Elle est très présente tout en étant très discrète. Hein. Donc, par exemple, elle va fonder des fondations, mais jamais elle ne donnera son nom. Hein. C'est le toit familial, c'est le sanatorium d'Hauteville, etc. Donc, très présente, mais sans être vraiment médiatisée, on va dire. Elle a une philanthropie donc, qui s'inscrit dans une tradition familiale de la famille Rothschild en France, et également une tradition familiale de la famille Rothschild à Francfort, à l'origine. Hein. D'ailleurs, il est intéressant, et peut-être j'essaierai de voir si on peut faire des corrélations entre le toit familial et d'autres institutions à l'étranger qui ont été aussi animées par les Rothschild, parce que la baronne Adélaïde, elle maintient un lien très fort avec Francfort, et elle va aussi être une grande philanthrope à Francfort. Il y a aussi, j'ai lu aussi qu'il y avait un toit familial ou l'équivalent qui existait en Angleterre, géré aussi par une Rothschild. Donc ça serait intéressant peut-être au moment du colloque de voir que Absolument. le toit familial n'est pas un élément isolé, mais plutôt fait partie d'un sorte de système Rothschild en tout cas. Céline, je vais juste vous interrompre. J'ai une question, et j'ai une question pour toutes les deux, pour vous et pour Michal. À l'époque, dans la communauté juive en Europe et en Amérique, un des problèmes sociaux majeurs était ce qu'on appelle la traite des blanches. Des réseaux de prostitution qui allaient chercher des filles à l'Est et qui les envoyaient, par exemple, à New York et beaucoup en Argentine, un peu au Brésil. Est-ce que, alors, vous mentionniez le fait qu'Adélaïde de Rothschild, discrète mais présente partout, elle était notamment la présidente d'une association de lutte contre la traite des blanches. Ma question spécifique est, est-ce que le toit familial rentre dans cette structure de lutte contre la traite des blanches? Est-ce qu'on a le moindre élément là-dessus? Michal, Céline? Non, franchement, dans ce que j'ai, grâce notamment à leur politique, que je remercie de nouveau, et les sources qui existent, que j'ai pu consulter, il n'y a pas réellement de lien entre ces associations et ces volontés-là. Il y avait d'autres foyers, enfin, d'autres institutions, il me semble, qui étaient un peu plus dans cette visée-là. Mais le toit familial, pendant longtemps, c'était vraiment
liées plutôt au travail et ensuite même pour accueillir des étudiantes. Après, il y a peut-être des choses voilà, qui n'ont pas été écrites, qui qui ne restent pas dans les... qui n'ont pas laissé des traces. D'accord. Céline, quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, je vois peut-être ça différemment dans le sens où ça va être un grand thème à la fin du 19e. C'est vraiment un sujet, d'ailleurs, enfin moi, c'est pas que moi d'ailleurs, c'est quand même très largement un mythe, mais c'est un thème qui va préoccuper les gens, inquiéter les gens. Il y a des congrès internationaux sur ce thème-là. Il y a le thème de la jeune fille isolée qui risque de tomber, de faire de mauvaises rencontres. À mon avis, le toit familial s'inscrit plus largement dans cette préoccupation, ces peurs de la fin du 19e, du fait que la jeune fille soit un peu naïve, qu'elle fasse voilà, une vision aussi de la femme assez traditionnelle et un peu une oie blanche, et donc de lui donner un lieu, aussi de la materner avec cette idée d'éducation, et puis de la mener vers le mariage où enfin elle sera sauvée. À mon avis, ça participe de cette conception de cette lutte générale autour de la traite des Blanches et de la préoccupation autour de la jeune fille à sauver. Là, oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est justement mon intérêt, mon travail était surtout de montrer comment ça a participé dans ce contexte-là, sans avoir forcément de lien avec ces réseaux de prostitution, mais dans une idée de prévention, c'est-à-dire dans une préoccupation sociale, morale, communautaire, de ne pas pouvoir accepter que des femmes aient, déjà elles n'avaient pas d'autonomie économique, de logement, etc. Et dans une porte laisser ces jeunes femmes étudiantes, célibataires, dans une grande ville où il y aurait des dangers, entre autres la prostitution. Bon, ben voilà, on a à peu près abordé les différents thèmes qu'on va évidemment développer en février lors de notre colloque. Gad, je te rends le micro pour une seconde. Oui, parce que cette première période pose des questions fondamentales. La question évidemment de cette grande période de la philanthropie et du rôle de la famille Rothschild et d'Adélaïde de Rothschild en particulier. Mais la question de la traite des Blanches est également une question encore je dirais, dans laquelle il y a probablement beaucoup de choses à découvrir. Je crois qu'il y a un auteur américain qui a écrit et qui a émis des hypothèses de ce point de vue. On va passer maintenant à la deuxième période. Le deuxième chapitre de l'histoire du 9 rue Guy Patin, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où le foyer de jeunes filles, le foyer pour jeunes filles, passe sous le contrôle de l'UGIF et va devenir un orphelinat, je pense. Et Esther, je crois que cette période-là pose là aussi des sujets clés, le rôle de l'UGIF et également comment ce bâtiment a pu évoluer dans cette période. Et pour en parler, nous avons avec nous, j'espère, Michel Lafitte, qui est historien. Je ne vous vois pas sur mon écran, c'est pourquoi ça que je n'étais pas tout à fait sûre que vous soyez là ou pas. Il est là. En tout cas, merci d'être là, formidable. Vous êtes le spécialiste en France de l'UGIF. Alors, on a assez peu d'éléments, mais on sait que le 9 rue Guy Patin a été occupé, réquisitionné par le GIF, je ne sais pas quel est le terme juste. Avant de nous expliquer exactement ce qui s'y est passé, est-ce que vous pouvez nous dire, pour tous ceux d'entre nous qui ne sommes pas tout à fait au courant, qu'est-ce que l'UGIF? Alors, l'UGIF, c'est l'Union Générale des Israélites de France, qui a été créée par une loi du gouvernement de Vichy du 29 novembre 1941, sur injonction du conseiller SS aux affaires juives Théodore Dannecker, dans une optique de repérage des communautés juives et de leur fusion dans une communauté organique, dans une optique de repérage, de marquage, d'internement, puis de déportation. Donc les objectifs des Allemands sont clairs.
Et ceux qui prennent la tête du GIF, ce sont des notables juifs. Albert Lévy à Marseille est le premier président de l'UGIF, secondé par Raymond Raoul Lambert. Et puis Paris, c'est la vice-présidence de l'UGIF jusqu'en septembre 1943, dominée par André Bord. Ces notables sont soumis à un chantage, c'est-à-dire que les Allemands leur disent en échange de votre action, comme porte-parole des communautés juives, on va maintenir ouverts les foyers d'enfants, les cantines, les dispensaires. Et donc, c'est alors que, on le sait, les Allemands ont bloqué les comptes en banque des Juifs, etc. Donc, c'est un chantage à la paupérisation qui fait que ces notables juifs acceptent de prendre la tête de l'UGIF et de servir d'interface entre les bourreaux et les victimes. Alors, l'histoire de l'UGIF s'insère aussi dans l'histoire des conseillers juifs dans l'Europe nazie. Alors là, ça serait très long à expliquer, mais l'UGIF a un ministère de tutelle, le Commissariat général aux questions juives, dont le premier titulaire est Xavier Vallat, et auquel succède Darquet de Pellepoix en avril 1942 avec le retour de Laval au pouvoir. Les dirigeants de l'UGIF essaient de jouer le Commissariat général aux questions juives contre le conseiller SS aux affaires juives, et vice-versa. Donc ils essaient de naviguer comme ça, en jouant un pouvoir contre l'autre. Donc ils essaient de gagner du temps, hein, pour résumer. Voilà. Et j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, merci. Et donc, ils installent un certain nombre d'enfants dont les parents ont été raflés, c'est ça? Quelle est la population d'enfants rue Guy Patin? Alors, je vais en venir c'est très compliqué, hein, mais bon, je vais essayer de résumer. La loi du 29 novembre 1941 prévoit la dissolution des biens des associations juives. Alors, je vais pas parler du comité de coordination des œuvres de bienfaisance du Grand Paris qui précède l'UGIF. Non. Encore plus compliqué. On ne va pas en parler. Et donc, il y a un décret d'application de la dissolution des œuvres juives qui paraît, au sein de l'UGIF, qui paraît le 26 février 1942. Et les dissolutions s'enchaînent à partir du mois de mars 1942. Il y a, par exemple, pour le mois de mars, il y a une vingtaine d'œuvres dissoutes, dont les EIF, l'ORF, le comité d'assistance aux réfugiés. Et en avril 1942, c'est le tour du toit familial, le 13 avril, par arrêté publié au journal officiel le 16 avril, pour une dévolution effective au sein de l'UGIF le 1er mai 1942. Et là, le toit familial va s'appeler le centre 30 de l'UGIF. Pourquoi 30? Parce que c'est dans l'ordre de dissolution des associations juives au sein de l'UGIF. Et service 30 de l'UGIF, qui dépend d'un de ces 6 groupes de services en zone nord, qui est le groupe 5, dit des maisons d'enfants et dispensaires, comme celui du 16 rue Lamarck à Paris, qui devient, lui, le service 28 de l'UGIF, parce qu'il a été dissous un peu avant. Ce qui est intéressant dans l'histoire du toit familial, c'est de le comparer au centre de la rue Lamarck, puisqu'il a même, ces 2 centres ont la même fonction, c'est des centres de tri, si je puis dire, des enfants juifs avant leur dispersion vers d'autres foyers d'enfants. Et c'est pas, le centre de la rue Guy Patin n'est pas classé parmi les orphelinats. C'est-à-dire que c'est une étape temporaire dans l'itinéraire de ces enfants. C'est censé être un lieu de passage. Alors, ça dépend des périodes. Il y a des phases dans cette histoire que, si j'ai un peu de temps, je vais vous retracer ça en 5-10 minutes, je ne sais pas. Non, vous n'avez pas le temps. Vous avez 1 minute. Là. Ah, 1 minute, d'accord. Comment? Alors, Michel, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont passés rue Guy Patin pendant cette période, à peu près? Alors, on sait par période combien il y en a eu. J'entendais la précédente intervenante parler d'une 50aine d'enfants. Moi, j'ai des chiffres, par exemple, en janvier 1943, on a entre 92 et 115 enfants jeunes hébergés. Et il y a une mixité. Là, c'est une rupture avec la tradition antérieure. Et là, il y a filles et garçons. Oui. Et après la rafle du 10 février 1943, on a un retour à un foyer réservé aux jeunes filles.
Alors, euh, alors la grande rupture, c'est février 43, c'est-à-dire la maison de la rue Lamarck est réservée aux garçons et celle de la rue Guy Patin aux filles, et suite à des transferts croisés qui suivent les rafles. Hein. Dites-moi, Michel, juste une question. Oui. Les enfants, ils vont de quel âge à quel âge? Parce que vous parlez de jeunes filles à un moment, vous parlez d'enfants. Est-ce qu'on sait? Alors, si on se réfère aux 11 victimes de la rafle du 10 février 43, on sait hein, qu'elles sont entre 3 et 15 ans. Et est-ce qu'on sait en général ce qui est arrivé à ces enfants? Est-ce qu'il y en a, parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait des réseaux de résistance qui ont réussi à infiltrer le foyer de la rue Guy Patin comme d'autres. Oui, il y a, moi j'ai insisté toujours sur la porosité de ces foyers d'enfants. Hein. Alors, le toit familial devient une sorte d'annexe du camp de Drancy à partir de janvier 43. Mais il y a eu en tout et pour tout 11 enfants arrêtés par la police judiciaire aux ordres des Allemands, aux ordres du Jugendreferent SS Heinz Röttke, le 10 février 43. Mais si on rapporte ces 11 arrestations, déportations, d'assassinats à Auschwitz, quand on fait le bilan de l'ensemble des foyers de l'UJIF, on sait que ceux qui en échappent, le nombre de ceux qui en échappent est bien supérieur au nombre de raflés. Et le foyer de la rue Guy Patin n'apparaît pas dans la grande rafle du 21 au 23 juillet 44, qui a marqué la mémoire de l'UJIF. Il n'apparaît pas dans cette période. Alors, on sait que son équivalent pour les garçons, le foyer de la rue Lamarck, il a été détruit par un bombardement de la Royal Air Force le 20 avril 1944. Moi, je m'interroge, quel est l'état du foyer de la rue Guy Patin au moment des grandes rafles organisées par Aloïs Brunner depuis le camp de Drancy en juillet 44? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé de choses dans les archives, de choses satisfaisantes. Alors, je vais en profiter. Donc, ce qu'on espère, c'est que en février prochain, quand on fera ce colloque, on aura peut-être retrouvé des éléments supplémentaires, puisque l'histoire, de toute façon, les documents, plus on les travaille, plus on trouve de choses. Il y a effectivement, il y a des zones d'ombre dans l'histoire de ce bâtiment. On est d'accord, hein, c'est ça. Et donc, cette mémoire s'inscrit autour de la rafle du 10 février 43, alors que la mémoire des autres foyers de l'UJIF, de région parisienne, s'inscrit autour de la rafle de juillet 43. D'accord. Qui voulait intervenir? C'est quelle question? Je voulais intervenir pour expliquer que les 7 foyers de l'UJIF de la région parisienne sont effectivement des lieux de transit. Les enfants arrivent, ils ont perdu leurs parents, ils sont tout seuls et il s'agit de leur trouver d'autres lieux et en particulier des nourrices dans la zone occupée. Et c'est vrai que les associations juives qui se sont occupées d'enfants, et en particulier l'OSE et les éclaireurs israélites, vont jouer ce rôle d'intermédiaire. Ensuite, vous expliquez que l'OSE a ouvert des maisons d'enfants dans la zone sud, mais pas dans la zone nord, parce qu'elle savait que c'était la région parisienne le lieu le plus dangereux. Il n'empêche, et Serge Klarsfeld l'a bien montré, le bilan est largement positif, c'est-à-dire que c'est des lieux de transit qui ont permis de cacher des centaines et des centaines d'enfants. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord. Bon, bah, écoutez, on va de nouveau, rendez-vous en février, on va développer tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est simplement de pointer les têtes de chapitre, en quelque sorte. Et on va justement passer à ce 3e chapitre, qui est l'après-guerre. Donc, nous sommes à la fin de la guerre, l'UJIF est dissous.
et la rue Guy Patin devient le centre de la vie culturelle d'un monde qui aujourd'hui a quasiment disparu. Les survivants, artistes, écrivains s'y retrouvent. Oui, c'est ça. On est en 46-47, le bâtiment est vide et petit à petit, un certain nombre de rescapés d'Europe de l'Est arrivent dans ce lieu. Alors là encore, on va travailler, on va sortir un peu des documents puisque pour l'instant, on ne sait pas très bien, très bien comment ça s'est passé. Tout se passe sous le chapeau, sous l'ombrelle de la Fédération des sociétés juives de France. Ce qu'on sait, c'est que une centaine de rescapés, essentiellement des artistes, des écrivains, des journalistes, s'installent rue Guy Patin. Et dans ce groupe, il y a très peu d'enfants, mais parmi les enfants, il y a une petite fille qui s'appellera plus tard Rachel Hertel et qui deviendra l'une des références en matière de culture yiddish en France, qui est traductrice, qui a enseigné, qui a créé. Et elle a écrit un article dans les temps modernes, il y a quelques années, sur sa vie rue Guy Patin. Alors, on espérait avoir Rachel Hertel aujourd'hui, on espère la voir évidemment en février avec nous. On espérait qu'elle participerait à cette émission, mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Mais elle nous a autorisé à lire des extraits de cet article qui date, je crois, d'il y a 5-6 ans, dans les temps modernes. Je n'ai pas vérifié la date. Et avec Cathy Hazan, on va vous en lire des extraits à 2 voix. Donc, ça s'appelle Les fantômes du 9 rue Guy Patin. Et je vais lire le premier extrait. Donc, c'est signé Rachel Hertel. Nous habitons un immeuble réservé aux artistes et intellectuels rescapés d'Europe de l'Est. Un immeuble en forme de U, fermé par une grille. Une chambre au dernier étage, le 5e, nous est attribuée, dont une fenêtre fait coin avec la rue Guy Patin et ouvre sur l'hôpital Lariboisière. L'autre donne sur la cour. Nous y logeons à 5 et je ne sais de quoi nous vivons. En partie de l'air, du temps, comme beaucoup. Je ne me pose d'ailleurs pas de questions à ce moment-là, j'ai déjà connu toutes sortes de modes de vie, mais la porte de cette chambre est toujours ouverte à tout le monde, quel que soit le jour et l'heure. Et quand passent des voisins le soir, toujours à l'improviste, au milieu des lits qui occupent l'essentiel de l'espace, ma mère propose une soupe, entre guillemets, où il ne reste plus que des os car nous avons déjà mangé la viande, fermez les guillemets. Viande inexistante dès la cuisson des légumes. Mon frère et moi, nous pouffons de rire. Nous restons 4 ans dans cet immeuble collectif et dans cette chambre unique. À toi, Cathy. J'ai 9 ans, une maigrichonne ingrate avec 2 longues nattes. Je me faufilais partout et passais inaperçue. Je n'étais pas scolarisée parce qu'arrivée trop tard dans l'année scolaire en cours. Mon environnement était totalement déstructuré, il n'y avait aucun horaire à observer. Une commune bien avant celle des hippies. On passait chez les uns ou les autres suivant les envies. C'était une véritable ruche. Quel que fût l'endroit où je me trouvais, un petit rassemblement discutait âprement de sujets que je ne comprenais pas, mais dont certains mots me frappaient, s'accrochaient à moi, me poursuivant. Des mots qui se répétaient d'un groupe à l'autre, qui baissaient la voix à mon approche et dont je sentais la lourdeur et la menace sans vraiment les comprendre. Ghetto, Lager, Majdanek, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Belzec, assassinés, gazés, crématorium, des histoires de pères, de mères, de sœurs, de tantes, d'oncles, d'enfants. Le mot qui revenait le plus souvent était Khorban. Je saisissais des bribes, je ne savais qu'en faire. Dans mes pérégrinations, je répétais ces mots comme une comptine, mais une comptine qui contient toutes les terreurs des contes de Grimm, l'aura de mystère qui entourait ces mots et la tonalité sur laquelle ils étaient prononcés m'empêchait de poser des questions. Comme tous les enfants qui sentent un mystère planer autour d'eux, dès que je me trouvais seule dans la chambre, je fouillais dans les armoires, les tiroirs, dans les papiers, les photographies. Je n'osais révéler ces fouilles clandestines quand, par hasard, une boîte de photographies s'ouvrait en famille en ma présence
je demandais qui est telle ou telle personne qui me semblait alors très âgée. Et la réponse venait toujours à contre-cœur. C'était mon père, c'était ma mère, c'était ma sœur, c'était mon frère, un cousin, une tante ou un oncle. Jamais aucun prénom ne désignait la personne. Des fonctions, des liens familiaux, toujours au passé, jamais ces personnes n'étaient évoquées au présent. Je tombais un jour sur une minuscule photo au pourtour dentelé, comme c'était la mode des années 30. Au lieu des visages vieillis qui me faisaient face d'habitude, j'avais sous les yeux 3 bébés blonds vêtus de blanc, entre 1 et 2 ans environ. Je la regardais fascinée, hypnotisée. Je commis mon premier larcin, sachant que personne ne s'apercevrait de la disparition de cette photographie. Je la cachais parmi mes affaires personnelles dans un livre. J'y revenais sans cesse, fascinée, osant d'autant moins poser des questions que je l'avais subtilisée. Un jour, pourtant n'y tenant plus, je m'enhardis à interroger mon père, sachant que la photographie faisait partie du lot appartenant à ma mère et ayant peur de lui faire mal en s'adressant à elle. Il répondit que la plus petite, au milieu, c'était moi. Les 2 enfants à mes côtés étaient mes cousins, dont je ne sus jamais ni le nom ni le sexe. Quand je voulus savoir où ils se trouvaient, mon père me répondit « Ils sont morts ». La conversation s'arrêta là. La réponse me brûla comme un éclair. Parmi les premiers arrivés au 9 rue Guy-Patin se trouve l'écrivain Chaim Gradet, nourri d'études talmudiques et kabbalistiques dans sa jeunesse dans les yeshivas du Moussar, mouvement consacré à l'enseignement de l'éthique juive. Gradet se détacha de la religion à l'âge de 22 ans, mais ses vers gardèrent l'empreinte et le souffle des prophètes et une rhétorique souvent biblique. Quant à Avrom Sutzkever, dont l'œuvre tient une place fondamentale au sens strict du terme dans la littérature yiddish, il fit partie dans sa jeunesse du mouvement d'avant-garde Jung Vilna. Homme phénix qui a traversé tous les bûchers de ce XXe siècle barbare, interné au ghetto de Vilno, affecté à la brigade du papier, c'est-à-dire au tri des livres, pour un futur musée du peuple disparu, il sauva des œuvres et des manuscrits prenant tous les risques que cela comportait. Par un paradoxe propre à son écriture, à la fois protéiforme et sous-tendu par une unité sans faille, chacun de ces moments enfermant le précédent et celui qui va le suivre, il a réussi à fusionner le présent et le passé, pour le peuple juif et pour sa culture qui ont subi un génocide. Par la magie de son verbe, il est parvenu à recoller les fragments d'un vase brisé, l'aurore blonde des terres slaves et la nuit de l'extermination, aussi bien dans ses poèmes que dans la revue qu'il a créée une fois en Israël, dit Goldene Kite, la chaîne d'or, symbole de la continuation du peuple. Cathy. En 1952 se trouvent rassemblées au 9 rue Guy-Patin 500 personnes. La maison s'agite et bruit de discussions, de lectures, de réunions diverses, notamment celle de l'Association des écrivains et journalistes yiddish, de la Fédération des sociétés juives de France. Des projets de théâtre sont élaborés et des pièces montées. Un spectacle de marionnettes de Halbach est animé par Simé Schwartz, attirant certains enfants juifs de la capitale qui comprennent encore la langue. Plus tard, en Argentine, il deviendra sculpteur. Un vrai théâtre à l'italienne s'ouvre à l'entrepôt rue de l'Ancry. Les publications de revues et de livres se multiplient, tout cela sous le même toit, entre 2 gares et le no man's land des rails, le crissement métallique du métro aérien. Les soirées, pour moi, représentent des heures magiques. Les enfants se dispersent ou vont dormir, les représentations théâtrales, les concerts de chant, où se produit parfois une jeune fille que j'envie, Judith Terkel, qui devait plus tard faire carrière à l'Opéra de Buenos Aires, mais surtout les réunions, les débats, les lectures de textes en prose ou en poésie me fascinent. Je ne comprends pas grand-chose, des bribes par-ci, par-là, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas le sens qui m'importe. Je peux écouter pendant des heures les sonorités des mots, ce flot de paroles
après une enfance qui reste pour moi sourde et muette, est un royaume énigmatique qui m'emporte loin de la salle, loin des orateurs ou des lecteurs. Sur place, je peux glaner tel ou tel son, tel ou tel mot compris ou incompréhensible qui m'occupe un temps, pendant que le reste du discours se poursuit. Je m'absente afin de raccrocher à ce qui se passe dans la réalité et saisir d'autres fragments. Après ces paroles, ces sonorités chantent en moi et me font rêver des jours entiers. Voilà, ce sont des extraits de cet article qui s'appelle Les fantômes du Ruggi Patin, qu'on retrouve dans Les Temps modernes, signé Rachel Hertel. Nous ne sommes pas des lectrices. De mai 2015, Esther. Merci, voilà. Je remercie Rachel Hertel de nous avoir autorisé à lire ces passages. Je vous renvoie au texte et Gad, tu regardes on poursuit ce parcours historique avec cette quatrième et dernière étape de notre voyage dans le temps. Au début des années 50, le 9 rue Guy Patin devient un foyer étudiant. Mais cette fois, c'est un foyer pour étudiants, pour garçons, pour étudiants au masculin. Et pour en parler, Cathy Hazan, Laure Politis et Daniel Siboni. Alors, on espère. De nouveau, je ne retrouve pas Daniel Siboni sur Il est là. Magala. Il est là. Monsieur Siboni, bonjour. Merci d'être resté avec nous tout ce temps. Alors, donc, vous êtes arrivé à Paris directement rue Guy Patin, c'est ça? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je suis arrivé à Paris en 55 et j'ai été accueilli à l'école Maïmonide. D'accord. Et donc vous êtes arrivé et je suis arrivé à Guy Patin, je pense, en 60, pour 3 ans. Quand vous avez commencé en tant qu'étudiant? Oui, comme étudiant. Là, j'étais étudiant et j'étais avec voilà, des étudiants. Racontez-moi votre première impression du lieu. Est-ce que vous avez une image? Dans mon impression, et je sentais évidemment une charge d'histoire et de l'histoire récente, c'est-à-dire de tout ce qui a entouré la Shoah, mais c'est une sensation que j'avais, à vrai dire, dans tous les lieux où j'avais été, à l'école Maïmonide, à la rue des Saules, enfin dans ce quartier-là de Montmartre, pour les départs en colonie de vacances, je sentais toujours cette présence du passé récent qui n'était pas pour moi oppressante. Je l'avais intégré, je l'avais assimilé. Je pense même que comme beaucoup de gens d'Afrique du Nord qui n'ont pas eu la réalité de la Shoah et qui l'ont remplacée par la rêverie, le fantasme, la pensée. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, mon premier souci, c'était d'explorer les lieux où l'on pouvait se cacher. Donc, j'étais en quelque sorte au diapason de ce qui, dans ma tête, tournait à propos de l'histoire récente. Mais sur Guy Patin même... Qui étiez-vous, les étudiants? Vous veniez essentiellement d'Afrique du Nord? Vous étiez essentiellement... Quand j'étais à Maïmonide en 55, il y avait très peu d'Afrique du Nord. La plupart étaient des jeunes juifs de France. Et à Guy Patin, il y avait beaucoup de personnes d'Algérie, beaucoup d'étudiants d'Algérie. Il y avait des chercheurs en maths, futurs chercheurs en maths. J'avais un ami Interberger, j'avais un ami Daniel Sternheimer, et un ami Denis Gedge qui, plus tard, ont fait des maths. Mais la plupart, je crois, étaient des étudiants en médecine, des futurs dentistes. C'était... La vie était joyeuse au foyer? Voilà, le problème, c'est que c'était un lieu béni parce qu'il
ils nous tiraient d'affaire. Ils nous louaient pour presque rien une chambre tout à fait clean qu'on partageait avec d'autres, avec un autre. Mais je n'ai pas partagé la dimension familiale parce que j'avais une famille typiquement nord-africaine, c'est-à-dire dans laquelle il faut aller pour le dîner du vendredi soir et le déjeuner du Shabbat, si on voulait marquer le respect des parents. Donc, je n'étais pas associé à la vie le week-end, et c'était pour moi essentiellement un lieu de travail et de travail. Et donc, quelquefois, il y avait des conférences. Je me souviens avoir assisté à une conférence de Guy Mollet dans le sillage de la fin de la guerre d'Algérie. J'ai vécu la fin de la guerre d'Algérie dans ce quartier de Barbès où, du fait que je parlais arabe, j'avais un certain contact avec les Algériens du coin. Donc, il y avait une vie très présente, mais pas, pour moi, pas dans le foyer. J'avais un respect profond pour les institutions juives depuis l'Alliance et l'Osée à Marrakech jusqu'à Maïmo, Guy Patin et d'autres encore en France, un profond respect pour le fait que des grands bourgeois juifs avaient eu la bonne idée de dériver des investissements vers des lieux pouvant aider des juifs démunis à faire quelques pas de plus dans leur vie et souvent à briller, à réussir, à faire des choses superbes grâce à ce soutien. C'est surtout l'aspect solidarité, l'aspect soutien qui m'a marqué. Bon, dites-moi, j'ai quand même une dernière question. J'en ai une également, Esther. Alors, vas-y, Gad. Allez-y, questionner, peut-être que ça va me rappeler des choses. Oui, je vais rebondir sur ce que vous rappelez, monsieur Sibony, en me faisant le relais de l'un de vos camarades de l'époque, qui s'appelle Jean Fried, dont vous souvenez peut-être, et qui d'ailleurs vous salue dans un message qu'il nous a envoyé. Il rappelle en l'occurrence que la guerre d'Algérie a été vécue à Guy Patin, que vous assistiez à l'attaque ou l'explosion du commissariat de Barbès des fenêtres de Guy Patin. Et il rappelle également que l'âme de Guy Patin a été portée par les personnes qui y travaillaient et évidemment les directeurs monsieur et madame Samuel, le concierge monsieur Salmona, l'intendante madame Pape et monsieur Alexandre qui était l'homme à tout faire et qui était aux petits soins avec les étudiants et vos camarades et vous avez cité André Utterberger, mais on pourrait également citer Jackie Bronstein, Daniel Revel, Maurice Béard, Henri Bénichou, Maurice Cohen, les frères Azria, qui étaient, je crois, vos camarades. Et, me dit-on, vous étiez l'un des animateurs des étudiants à l'époque. Il faut croire que mon âme rayonnait parce que je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir été animateur. Et je me souviens plutôt de mon malaise de décevoir le directeur qui visiblement avait un besoin qu'on fasse vivre la dimension familiale et je ne pouvais que le décevoir puisque côté famille, je dirais que j'avais assez donné et que je ne pouvais pas, je n'étais pas en mesure de satisfaire cet appel de familialité qui me semblait tout à fait touchant, authentique et légitime. Et voilà, j'étais plutôt parmi ceux qui profitaient du lieu pour essayer d'avancer leur travail. Qui était le directeur Qui était le directeur à votre époque? C'était Monsieur Samuel. D'accord. Monsieur Samuel était un très brave homme et
et qui aussi essayait de tirer vers le côté religieux, alors que à l'époque, j'étais très, très dégagé des contraintes religieuses, puisque j'en avais eu déjà ma dose dans la famille. Donc, j'étais un peu en porte-à-faux, mais je crois que c'est un porte-à-faux qui était plutôt dans l'amour, dans la chaleur, plutôt que dans la passion. Et voilà, cela dit, comme pour recevoir des visites, ce n'était pas toujours pratique quand on a un coturne, quand on partage la chambre. J'ai dû, dès que j'ai eu un peu de sous, louer une chambre à Barbès pour y recevoir des amis, etc. Parce que c'était quand même très, très strict là-bas, ce que je comprends très bien. Mais il y avait c'est clair que ça bourdonnait d'activité, je dirais, mais ça bourdonnait de présence impatiente de vivre. Voilà. Et en ce sens, oui, vous avez... Merci beaucoup de témoignages, Esther, rappellent l'importance de la présence des directeurs et Nathan Samuel. Passe la parole à Cathy Hazan qui va nous en parler. Épouse, exactement, mais comme je reçois, et je vous en remercie, beaucoup de remarques des uns et des autres, des questions, d'ailleurs vous pouvez utiliser le bouton questions et réponses pour poser vos questions, on aura un petit temps pour répondre à ces questions. Je voudrais également, simplement avant de donner la parole à Cathy Hazan, rappeler le nom de Marcel Meyers, dont on me dit qu'il a été un des concepteurs de la maison de Guy Patin tel qu'il a été pensé et dirigé par Nathan Samuel. Cathy ? Avant, juste une seconde. Daniel Sibony, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois que c'est la première fois qu'on vous a entendu parler de votre passage rue Guy Patin, en public en tout cas. Oui? Vous n'entendez plus? Bon. Si, là, j'ai entendu. Bon, ben merci vraiment. J'espère qu'on vous verra en février. Je dois partir. Merci. J'espère qu'on vous verra en février. Et je soutiens au-delà de la partie évocation, travail de mémoire, etc. Je pense que j'ai accepté d'être là, surtout pour apprendre, et j'ai beaucoup appris en écoutant tout ce qui s'était dit avant. C'est vrai que c'est des lieux presque magiques parce que habités par tellement de désirs que ça ne pouvait pas être des lieux neutres. Voilà. Au revoir. Au revoir. Cathy Hazan. Donc, les deux premiers directeurs du foyer pour étudiants de la rue Guy Patin viennent de Lausée. Pourquoi? Oui, alors pourquoi? D'abord, il faut comprendre que le toit familial comporte deux éléments distincts, qui est l'immeuble de la rue Guy Patin et puis un établissement à Saint-Germain-en-Laye, une maison, le Massabri. Et dans le bras de fer qui a eu lieu entre la Fédération des sociétés juives de France, le comité de bienfaisance, eh bien, des associations sont intervenues. Lausée est intervenue pour prendre la gestion de la maison du Massabri de Saint-Germain-en-Laye pour y mettre des jeunes filles orphelines de la Shoah, ce qui correspondait à la vocation première de l'association de protection de la jeune fille. L'immeuble de la rue Guy Patin, le comité de bienfaisance voulait installer une maison de retraite et à la suite d'une enquête, eh bien, on a... Cathy, on reparlera de ça avec Laure Politis tout à l'heure, qui a toutes les archives de la maison. Parlez-nous des deux premiers directeurs. Les deux premiers directeurs, c'est effectivement, d'abord, Guy Patin, au départ, c'est une centaine d'étudiants qui venaient d'Afrique du Nord, de Tunisie et puis surtout du Maroc. Et il y a la volonté de recréer une atmosphère culturelle. Les étudiants sont triés sur le volet.
Là, en grande majorité, ce seront des futurs dentistes et des médecins, avec une lettre de mission, d'admission très circonstanciée et une lettre de motivation qui engage l'étudiant à animer le judaïsme dans le foyer. Parce que, et j'en viens au directeur, l'important est de créer une maison de haute tenue spirituelle où doivent être à l'honneur les valeurs juives. Et ça, c'est ce qu'on dit dans les documents officiels. Voilà, mais c'est le projet réellement de Félix Goldschmidt qui est le premier directeur et qui est un éducateur de Lausée et qui est de stricte observance. C'est lui qui va monter la maison de Versailles où se trouvait Elie Wiesel et où se trouvait d'ailleurs le fameux Chouchani qui était son maître à penser. C'est Félix Goldschmidt qui réunit tout ça, et donc le premier directeur du Fonds social, qui n'est autre que Julien Samuel de Lausée, va penser à Goldschmidt pour installer le foyer Guy Patin. Malheureusement, il ne reste que 2 ans, de 54 à 56, parce qu'il va accepter une mission secrète au Maroc de l'Aliabet et du Mossad, et donc il va voguer vers d'autres aventures. Voilà. Donc, et il est remplacé donc par le couple. Pas par Nathan Samuel, par le couple. Le couple de Nathan et de sa femme Aya, Hélène, qui n'est d'autre que la sœur d'André Neher. Nathan Samuel n'a pas fait de la résistance comme le reste de la famille à Lausée. Il passe la guerre en Corrèze et lorsque Boccaune de Lausée lui demande d'ouvrir une maison d'enfants à Lyon, il dit d'accord, comme bénévole et pour 1 an seulement. Et il plonge dans le travail social et il n'en sortira plus. Et après avoir ouvert la maison de l'Hirondelle à Guenot, il va s'occuper de Guy Patin jusqu'en 1973. Et au fond, le secret des Samuel, c'est d'avoir su allier tendresse et efficacité. Ils sont dévoués corps et âme, ils suivent les étudiants personnellement, il y a comme une véritable osmose entre eux et les étudiants, et d'ailleurs, donc, il va animer les vendredis soirs les dîners shabbatiques qui, effectivement, il faut être présent au dîner shabbatique des Samuel. Il s'occupe des conférences dont on vous a parlé et de l'office du samedi matin avec les commentaires de la Sidra du jour. C'est-à-dire que Nathan Samuel est profondément religieux, mais de ce judaïsme alsacien sans rigidité, sans mainmise idéologique, un judaïsme ouvert et tolérant. Et pour terminer, lorsqu'il prend sa retraite en 1973, les anciens de Guy Patin vont créer une fondation qui porte le nom d'Hélène Samuel pour venir en aide aux étudiants français en Israël et leur trouver des bourses, et cette fondation existe toujours. Nathan Samuel meurt l'année 2000, qui est l'année de la fermeture définitive de Guy Patin. Merci Cathy. Laure Politis, merci d'avoir été avec nous tout ce temps, Laure. Vous vous occupez des archives du CASIP. Alors, je ne vous vois pas, donc je parle un peu à l'aveugle. Merci, bonjour Laure. Vous vous occupez des archives du CASIP, c'est vous qui avez tous les documents, qui avez récupéré tous les documents sur la rue Guy Patin. Alors, comme disait Cathy, il y a eu une période un peu floue après la guerre où la maison a été de facto squattée
On parlait tout à l'heure des intellectuels, des artistes yiddish qui ont squatté cette maison. Donc, le comité de bienfaisance la récupère au début des années 50. Racontez-nous la suite d'un point de vue institutionnel. Bien. Merci d'abord à l'Institut Elie Wiesel et à Esther d'avoir organisé cette conférence et plus tard ce colloque. La Fondation Kazip Kojazor est très heureuse que ce colloque soit monté. Alors, on parle beaucoup du comité de bienfaisance, c'est l'ancêtre de la Fondation Kazip Kojazor. Ce comité de bienfaisance, en 1963, prendra le nom de KAZIP, Comité d'action sociale israélite de Paris. Alors, je fais juste cette remarque pour qu'on situe bien qu'est-ce que le comité de bienfaisance israélite de Paris. Alors, en 1947, l'un des administrateurs du toit familial, qui est alors Madame Alphen de Rothschild, décide d'aller voir le comité de bienfaisance pour justement essayer de récupérer le toit familial et d'en faire une institution. Alors peut-être, comme l'a dit Cathy Hazan, une maison de retraite, peut-être un lieu pour étudiants. En tout cas, elle va trouver le comité de bienfaisance pour essayer de récupérer ce lieu et sans mettre de côté les déportés qui y vivent, les déportés écrivains dont on vient de parler, mais du moins les aider et puis essayer donc de rénover ces lieux et d'en faire un lieu pour la communauté. Le comité de bienfaisance accepte de l'aider et c'est en 1951 que les actifs du toit familial sont attribués au comité de bienfaisance. Et à ce moment-là, effectivement, jusqu'en novembre 1951, on pense faire de ce lieu une maison de retraite. Mais pourquoi on n'en fait pas une maison de retraite? Tout simplement parce que la fondation de Rothschild décide d'ouvrir une maison de retraite que vous connaissez bien, la grande maison de retraite rue Picpus. Et donc, le comité de bienfaisance, à ce moment-là, se dit qu'il faut essayer de voir si la communauté a besoin d'un lieu pour les étudiants. Alors, est-ce que ce serait un lieu pour jeunes filles, comme c'était le cas auparavant, ou pour des étudiants garçons? Et finalement, après l'enquête dont a parlé Cathy Hazan, qui a été menée par Madame Spingart, qui est la mère de Claudine Salamon, qui a été pendant très longtemps directrice de l'action sociale à la Fondation Kazip Kojazor. Et d'ailleurs, Madame Spingart a été, elle également, assistante sociale et directrice des services sociaux du Kojazor et du Kazip à différents moments. Madame Spingart donc, donne son rapport et explique que ce foyer serait dédié plutôt à des garçons. Des garçons. Je vous interromps une seconde. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il y a eu une enquête, c'est-à-dire que la communauté ou une institution communautaire décide pour savoir quel est le besoin à un moment T, décide de demander à quelqu'un de faire une enquête professionnelle ou semi-professionnelle pour établir ses besoins. C'est ça que vous me dites? Oui, une enquête professionnelle, effectivement. Madame Spingart, ce n'est pas la seule enquête qu'elle mène, ce n'est pas le seul rapport qu'elle fait. Elle en avait fait auparavant sur les Juifs d'Afrique du Nord pour se poser les questions, puisque le FSJU demande au comité de bienfaisance au début des années 50 de s'occuper des Juifs d'Afrique du Nord. C'est Madame Spingart, elle aussi, à ce moment-là, qui fait une enquête sur les besoins de ces Juifs d'Afrique du Nord. Et donc, on lui demande dans un second temps de faire cette enquête sur le toit familial. Et donc, on décide à ce moment-là d'en faire un foyer pour étudiants, garçons, comme je l'ai dit. Et comme l'a dit Cathy Hazan, un foyer qui serait plutôt
culturel, effectivement, mais avec une âme juive, très juive. Voilà. Et qui finance le fonctionnement du foyer? Alors, le comité de bienfaisance demande à ce moment-là à créer une tombola. Il y a une tombola qui est créée pour financer donc ce toit familial, notamment pour restaurer les lieux. Ils sont dans un mauvais état, il faut en faire un foyer digne de ce nom. Et donc, on fait une tombola et on demande donc aux philanthropes, aux donateurs de la communauté de financer ce projet de rénovation. Une fois que le foyer est ouvert, une fois qu'il a été rénové, qu'il est ouvert, qu'il fonctionne, qui finance pendant ça dure pendant donc ça ouvre en 54, ça va pendant près de 50 ans, ça va vivre ce foyer. Qui le fait vivre? Alors, pendant des années 50 jusqu'aux années 70 à peu près, les financements viennent essentiellement du FSJU. De la communauté. Voilà, et par la suite, ce sera le comité, tout comme le comité de bienfaisance, tout comme le CASIP, sera financé essentiellement par des legs, des donations, etc. Mais dans la première partie, c'est effectivement plutôt le FSJU qui finance, notamment grâce au Joint. Bon, alors j'ai une question, puisqu'on l'a dit, le foyer a été fermé en l'an 2000. Est-ce que ça a été un long processus? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation? Est-ce qu'il y a eu... qu'est-ce qui a fait basculer la décision? Alors, pourquoi on a fermé en 2000? Parce que, d'une part, il y avait de moins en moins d'étudiants dans ce foyer, finalement, dans les années 2000. C'était un foyer aussi qui était dégradé. Hein, il fallait à nouveau faire des travaux. Et on a manqué d'argent, en fait, pour cette rénovation. Et l'OPEJ devait reprendre les locaux. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, ça a duré 4 ans. Et finalement, en 2003-2004, c'est donc Paris Habitat qui a repris le toit familial pour en faire des logements sociaux. Je crois que Gad a des questions de téléspectateurs, si j'ose dire, de spectateurs, d'auditeurs, je ne sais pas quel terme employer. Oui, mais je vais d'abord saluer la présence avec nous d'un certain nombre de personnalités qui ont contribué au développement de cette communauté, entre autres Gabriel Vadnaï, qui a été le directeur de la fondation Kazip Kojazor, mais également un acteur clé de Guy Patin, Patricia Sietruc, qui est avec nous également, directrice de l'OSE. Et puis, je dois dire que je suis très touché par les témoignages qui émanent en direct, essentiellement d'ailleurs des témoignages d'étudiants en médecine, de témoignages de reconnaissance envers le couple Samuel. On voit bien qu'ils ont marqué une génération. Alors, quelques questions, effectivement. La date exacte de fermeture, Laure Politi, c'est-elle 2000 ou 2002? 2000. En 2000, on décide de fermer. En 2000, on décide de fermer, mais il y a encore des étudiants en 2001-2002, je crois, non? Ou en 2000, les portes sont fermées? Je pense qu'on ferme en 2000. D'accord. Un des témoignages relate qu'ils y étaient encore en 2002. Ah, donc, oui. C'est une question, elle doit être très facile à résoudre. Alors, j'ai une question pour... alors, c'est parfois des trouvailles, des informations incroyables. Par exemple, on savait que la rue Guy Patin était un lieu d'animation culturelle assez important. Et on m'apprend que le premier concert de Shlomo Carlebach à Paris a eu lieu à Guy Patin. Oui.
Alors, je vais revenir également et je vais permettre à certains spectateurs de poser une question. Yael David est avec nous. Yael, tu nous entends? Oui, vous aussi? Je crois que tu as une question à poser. Ah, moi, c'était bonjour. D'abord, merci beaucoup. C'est vrai que, je sais pas, on me voit, on m'entend? Non, on t'entend, mais on ne te voit pas. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mais c'est normal. Tout va bien. Non, j'avais une question, surtout peut-être à Laure. Est-ce qu'il y a des détails vraiment sur la fermeture de la maison? Entre autres parce que mon mari était le petit-fils de Nathan et Hélène et que toute la famille a déposé sa mappa au fur et à mesure dans le Haron à Kodesh. Et donc, on aimerait savoir où sont passés les siffrés Torah quand on a liquidé la maison, parce qu'on aimerait bien récupérer la mappa. C'est une question très précise, effectivement. Alors, je ne pourrais pas y répondre, mais si Gabriel Vadnaï nous entend, peut-être qu'il pourrait nous éclairer sur cette question. Alors, je vais tenter de donner, peut-être d'activer le micro de Gabriel Vadnaï, s'il veut bien intervenir. Voilà, de mon côté, c'est fait. Gabriel, si vous pouvez activer votre micro vous-même. Voilà. Gabriel, vous nous entendez? Moi, je vous entends, mais vous m'entendez? Ça y est, on vous entend. Merci d'être là. Oui, je me rappelle que la question, merci pour ce colloque qui est très intéressant. Je voudrais dire d'abord qu'on a fait de gros efforts pour que ce bâtiment reste dans la communauté. Nous avons à l'époque contacté l'ensemble des institutions juives, l'Alliance, l'OSE, l'OPEJ, pour que le bâtiment soit repris, peut-être pas pour des étudiants, encore que nous pensions que l'Alliance allait peut-être y faire un lieu pour les étudiants de l'Alliance, mais nous n'avons trouvé aucune réponse à notre demande. Apparemment, les institutions ne souhaitaient pas reprendre cet établissement. Et il est vrai que l'arrivée des étudiants d'Afrique du Nord avait beaucoup ralenti. La preuve en est, c'est qu'au départ, les étudiants ne pouvaient rester que 3 ans dans l'établissement et que dans les années 2000, il y en avait qui étaient là-bas depuis 5 ans, voire 6 ans, parce qu'on ne renouvelait pas le nombre d'étudiants chaque année. Les siffrés Torah, je me rappelle, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, mais je me rappelle qu'il y a eu des demandes qui ont été faites. Je ne sais pas exactement où sont passés les siffrés Torah, mais je sais qu'on les a déposés. Donc il y a à Paris probablement une synagogue qui a accueilli ces siffrés Torah. Synagogue ou autre. D'accord. Je voudrais rappeler également, puisque nous parlons du couple Samuel comme directeur emblématique, je voudrais tout de même rappeler qu'il y a eu un autre directeur emblématique de Guy Patin qui a été David Messas, le grand rabbin David Messas, Zichrono Livracha. N'est-ce pas, Gabriel? Tout à fait. Il y a eu le grand rabbin Messas, qui a été directeur pendant, je crois, une dizaine d'années, qui a été ensuite remplacé par... Et je salue la présence d'Emmanuel Messas, qui précise que... alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais le grand rabbin Messas a été présent au moins une quinzaine d'années. C'est possible? Années, c'est possible, je n'ai pas le souvenir exact. Il a été remplacé ensuite par Nissim Belassen, qui était un enseignant. Monsieur Messas a été directeur de 73 à 85. 73 à 85, voilà. Donc un rôle extrêmement important parce que c'était une période où effectivement le Guy Patin était je dirais, accueillait le maximum d'étudiants venant particulièrement du Maroc, hein, je crois, Laure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, effectivement, vous avez Nissim Belassem, je ne sais pas si vous en avez parlé, Gabriel, vous l'avez bien connu, Nissim Belassem, qui a remplacé... Nissim Belassem, qui était le directeur de Guy Patin. Puis je voudrais faire remarquer aussi, parce qu'on a dit que la population de Guy Patin était essentiellement des dentistes et des médecins, qu'à l'époque du rabbin Messas, la population était plutôt des économistes et des scientifiques, des gens qui s'occupaient de techniques, etc.
il y a eu un changement total. En fait, les étudiants de Guy Patin, c'est une étude qui serait intéressante à faire, se sont toujours adaptés aux tendances d'études le plus en promotion, quoi. D'accord. Alors, une autre question qui revient. Alors, on nous demande évidemment, est-ce qu'il y a un annuaire des anciens de Guy Patin? Alors, Laure pourra répondre à cette question, mais je vais avant tout rappeler à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que nous allons organiser un grand événement à l'occasion du colloque en février 2021 de rassemblement des anciens de Guy Patin. Et nous espérons, et c'est un appel que je fais dès maintenant, que les anciens, les enfants d'anciens et les amis d'anciens pourront se mobiliser pour que nous puissions identifier et contacter le maximum de personnes passées par la rue Guy Patin pour que nous puissions partager un grand moment d'échange, de convivialité, au-delà du colloque scientifique qui se déroulera en février. Voilà. Laure, peut-être pour l'annuaire des anciens? Oui, il existe un annuaire des anciens qui a été justement constitué dans les années 2000 pour pouvoir justement rénover cet immeuble. Pour pouvoir collecter de l'argent auprès des anciens de la rue Guy Patin. Et donc cet annuaire, il date des années 2000, donc il n'est pas tout à fait à jour, dans le sens où on a les adresses, des numéros de téléphone, mais en tout cas on a les noms de toutes les personnes et éventuellement on pourrait imaginer à un moment donné de remettre à jour cet annuaire en y inscrivant les bonnes coordonnées des anciens étudiants. Et voilà, une chose de plus à faire d'ici le colloque de février, voilà, pour que tout soit bouclé d'ici février. Et nous sommes à la disposition de tous. Mon adresse email a été envoyée en même temps que cette invitation pour le colloque. N'hésitez pas à m'envoyer le maximum d'informations pour que l'on prépare ce rendez-vous, d'autant plus que les anciens se trouvent maintenant partout dans le monde, beaucoup en Israël. Je crois, Gabriel, que vous en avez retrouvé en Israël, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'il est parti. Gad, oui. avant que tu conclues… des anciens, il avait fait à l'occasion, je pense, du 40e anniversaire de Guy Patin. Nous avions fait un grand gala où il y avait, je ne sais pas, 300-400 personnes, donc les anciens de Guy Patin. Nous espérions que ce serait un mouvement pour soutenir Guy Patin et trouver des fonds pour rénover la maison et développer son caractère. Malheureusement, nos espoirs ont été un peu déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ce que je voudrais dire, parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense qu'il faut quand même l'évoquer, la personnalité de Alain de Rothschild, qui était le président du comité de bienfaisance lorsque le foyer Guy Patin a été créé et qui a joué un rôle extrêmement actif dans son ouverture. Ok, concernant l'annuaire, je vais activer, José Guetta est avec nous, qui est un ancien de Guy Patin. Et José, vous pouvez activer votre micro en bas à gauche de votre écran. Voilà, est-ce que vous nous entendez, José? Ah oui, vous entendre, bien sûr, je vous entends. Voilà, et nous aussi, nous vous entendons. Donc, vous me dites que vous avez les annuaires des anciens de Guy Patin? Ah oui, je peux vous montrer, je les ai sous la main, là, je peux vous montrer de 98. Donc, il y avait des annuaires annuels, c'est ça? Ah oui, forcément. Oui. Ce sont des annuaires. Alors, José, regardez, je vais activer votre vidéo. Vous allez l'accepter. C'est juste pour que nous puissions partager. Voilà. Bonjour, José. Alors, j'active votre micro. C'est à vous. Allez-y. Voilà. Voici l'annuaire de 1998. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, très bien. Il y a toute la liste à cette époque-là des gens. C'est un peu flou, peut-être. Oui, on ne voit pas exactement les numéros de téléphone. Voilà. Si, ça y est, Michael Zawi est un ancien de Guy Patin, nous le savons maintenant.
Mais c'est formidable. Et José, est-ce que cet annuaire était édité régulièrement? Alors, je dois en avoir un deuxième également, et j'en ai deux au total. Et je devrais vous dire qu'il y avait un comité des étudiants que monsieur et madame Samuel réunissaient régulièrement tous les 15 jours pour voir les besoins des étudiants. Et madame Samuel, elle se débattait pour obtenir des bourses aux étudiants, la bourse Bischofsheim. Et vraiment, quand on parle de madame Samuel, c'était une femme vraiment merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Comme le disait Cathy Hazan, il ne s'agissait pas le directeur n'était pas Nathan Samuel, mais c'était le couple Samuel qui dirigeait cette maison. Alors, chacun s'occupait de sa partie, naturellement. Monsieur Samuel, il faisait les parties administratives, mais on avait aussi comment je dirais, le vendredi soir, il y avait un office dans la grande salle en bas, et le samedi matin, il y avait également un office. Donc, probablement que les sépharim dont il a été question, on s'est servi de ces sépharim pour l'office. Voilà, en tout cas, et tous les vendredis soirs, on avait un invité. Alors, il y avait bien sûr André Neher qui venait très régulièrement, parce qu'André Neher, c'était le frère de madame Samuel. Et tous les vendredis soirs, on avait un invité. Il y avait aussi la famille Toiti, qui étaient les enfants, enfin, les filles de monsieur et madame Samuel, qui étaient mariées à monsieur Toiti. Je voulais aussi signaler une Agada qui s'appelle l'Agada de Mahanaïm, qui a été écrite par monsieur Samuel et André Neher quand ils étaient en zone libre en France. D'accord. Mahanaïm qui était à Lanteuil, hein, c'est ça, et dans lequel ils ont probablement appliqué les méthodes qu'ils ont ensuite mises en œuvre à Guy Patin. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Gardons le contact pour ce moment. Voilà. Voilà. Au revoir à vous. Ça appartenait au CASIP. Hein. C'était vraiment le CASIP et monsieur Alain de Rothschild. Monsieur. D'accord. Alors, Esther, c'est à toi pour peut-être conclure. Je voulais simplement remercier tous les participants. Merci à Michal Raz, merci à Céline Legleff-Perrani, merci à Michel Lafitte, merci à Cathy Hazan, merci à Laure Politis, merci à vous tous qui avez écouté, participé. Nous vous donnons rendez-vous à tous en février. Il y aura un grand colloque en espérant que d'ici là, il n'y ait pas un volcan qui nous empêche de prendre l'avion. On se retrouvera tous ici, rue Lafayette, à l'Écuge, pour une journée consacrée à l'histoire de cet immeuble très particulier, le 9 rue Guy Patin. Voilà pour ma part. Voilà, et, à mon tour de remercier tous nos intervenants et surtout à appeler tous les anciens de Guy Patin, puisque nous faisons avec nos intervenants un travail scientifique assez important. D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été lancés et qui seront présentés pour ce colloque. Mais nous souhaitons également faire de ce moment qui aura lieu donc en février 2021 un moment festif de retrouvailles entre les anciens de Guy Patin. Et nous, voilà, c'est un appel à la mobilisation. Il existe des annuaires, mais on va les faire vivre et on va se retrouver très prochainement. En attendant, le plaisir de se retrouver à cette occasion et à d'autres activités de l'Écuge et de l'Institut Wiesel. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Voilà. Merci à tous. C'est chaud, hein. Non.